Świetnie, bardzo się cieszę. Irenka jest. Nie, jeszcze A ty nie pojedziesz? Ja szykuję. A może pojedzie? En 1936, la société Daimler-Benz et le ministère des Transports aériens du Reich lancent le chantier de l'usine aéronautique la plus moderne d'Europe. Dans la lande de Genshagen, les halls de production sont camouflés dans la forêt. La SARL Daimler-Benz Motor deviendra le fournisseur principal des chasseurs Messerschmitt et des bombardiers Heinkel. Entourée de batteries de DCA, l'entreprise, modèle national socialiste de productivité, fait l'objet d'une surveillance très particulière et la fierté des employés n'en est pas moindre. Fabriquer les meilleures armes sur terre, en l'air et sur mer, telle est la devise du consortium. L'étoile de Mercedes et la croix gammée entament un ballet orchestré par les besoins de la machine de guerre nazie. Les bénéfices grimpent en flèche. Le 5 octobre 1939, après la guerre éclair contre la Pologne, le Führer défile triomphalement dans les rues de Varsovie. 5 ans plus tard, l'Europe est un champ de ruines. Lorsqu'en août 1944, l'armée polonaise sort de la clandestinité pour organiser un semblant de résistance, la population juive de la ville est exterminée depuis longtemps. En représailles, les SS et la Wehrmacht chassent les habitants de la ville. 200 000 Polonais sont déportés, parmi eux, nombre de femmes avec leurs enfants. Elles seront emprisonnées dans des camps et employées à des travaux forcés dans les usines allemandes. À l'époque, Emilia Lepiaka est âgée de 16 ans. Elle en a aujourd'hui 71. Le 1er septembre 1944, j'ai été arrêté par les Allemands et emmené à Pruszków. Le 7 septembre 1944, on nous a chargés dans des wagons et on nous a emportés vers Ravensbrück. Dans le camp de femmes de Ravensbrück, les baraquements sont rapidement saturés. Les convois spéciaux, comme on les appelle pudiquement, en provenance de Varsovie, se multiplient. Des tentes sont installées à la hâte. Les femmes y dorment à même le sol et beaucoup d'entre elles meurent. Celles qui sont aptes au travail sont les seules à avoir une chance de survivre. En 1992, les femmes de Genshagen se retrouvent pour la première fois pour témoigner dans le documentaire « L'étoile et son ombre ». Nous sommes heureuses que vous nous interrogiez sur cette histoire si longtemps après, disent-elles aux journalistes. Alicia Kubeka, 72 ans, raconte comment elle a été emmenée vers les camps de travail. Le commandant avait un grand fouet à la main. En discutant avec les autres militaires des tâches auxquelles il nous destinerait, il pointait son fouet sur nous et nous devions sortir du rang. Aucune d'entre nous ne savait à quel travail elle serait affectée. Je me souviens très bien. Il nous avait ordonné de nous déshabiller. Nous étions nus tout autant que nous étions, les jeunes et les vieilles. Nous tournions sur cette place comme des chevaux sur la piste d'un cirque. Mes collègues disent que le commandement était présent à ce moment-là. J'y étais moi aussi. Je ne me souviens pas très bien. Par contre, je me souviens qu'il y avait des hommes de l'usine en uniforme SS. Nous étions nus côte à côte, des jeunes filles de 15, 16, 20 ans ou même plus âgées. Ils choisissaient parmi nous. 16 octobre 1944 à Budapest. Les fascistes hongrois qui viennent de prendre le pouvoir organisent une razzia avec les SS. 20 000 juifs seront déportés vers les camps de concentration du Reich. Ils y rejoindront les 7 millions d'étrangers engagés de force au travail obligatoire en remplacement des Allemands enrôlés dans la Wehrmacht. Dans l'ultime phase de la guerre, les membres des dernières communautés juives sont ainsi envoyés en Allemagne, notamment vers l'usine Daimler-Benz de Genshagen. En 1944, Agnès Barta de Budapest est âgée de 22 ans. Elle a survécu à la déportation et aux travaux forcés.
Au cours du transport, elle se lie d'amitié avec Edith Kiss, une peintre d'une quarantaine d'années qui, dans une série de gouaches, retrace le calvaire de ces femmes déportées. La faim insupportable et les vers qui grouillent dans la soupe trop claire. Les cauchemars et la chaleur du sommeil sous une couverture partagée avec une amie d'infortune. Les surveillantes SS, les coups qui pleuvent pour arracher au corps ses dernières forces. Les travaux forcés pour Daimler-Benz, 12 heures d'affilée, puis 24, puis 36 à la fin du mois. Les humiliations, l'épuisement, les filles les plus jeunes qui assistent impuissantes à la mort de leur mère. À Genshagen, celles qui sont malades, celles qui ont un accident de travail, sont immédiatement ramenées à Ravensbrück et assassinées. Après le rassemblement des femmes de Varsovie en 92, Maria Walachowska nous accueille dans son petit appartement pour nous raconter la vie du camp de concentration de Daimler-Benz à Genshagen. Là, il y avait une bande blanche et un coin de tissu rouge, avec le numéro de détention 8516. Il y avait aussi une robe, mais je l'ai jetée, car elle était pleine de poux. Ce que j'ai vécu là-bas, difficile d'imaginer qu'un être humain puisse encore être sain de corps et d'esprit après une telle épreuve. On m'a reconnu le statut d'invalide à cause de mon séjour dans le camp et de mon état de santé générale. Ce n'est pas simplement parce que j'ai vieilli. Ce sont les maladies que j'ai contractées au camp. Et pour ça, j'ai de la rancune. Je ne pourrai jamais aller en Allemagne. De toute façon, je déteste les Allemands. Maria est morte quelques mois après cette interview. Ils établissaient des statistiques pour savoir à quel point on pouvait priver un être humain de nourriture et le contraindre au travail. J'étais la plus épaisse. Je pesais 29 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 68. À mon arrivée au camp, j'en pesais aussi 66 ou 68. Vous imaginez à quoi pouvaient ressembler les autres. Pendant des années, Daimler-Benz se vanillait farouchement avoir fait travailler des détenus de camps de concentration. En 88, des publications d'historiens incitent pourtant le consortium à dégager 20 millions de marks de dédommagement. En Pologne et en Hongrie, ce geste provoque évidemment des réactions. Je leur ai écrit pour leur faire savoir que j'ai été hospitalisée 8 fois pour des périodes plus ou moins longues suite aux conséquences de ma détention en Allemagne. Les préjudices que j'ai subis m'accompagnent tout au long de ma vie. Nous regrettons de vous informer que des dédommagements individuels ne seront pas envisagés. Après une étude attentive de toutes les argumentations qui nous sont parvenues, nous avons décidé d'effectuer nos versements à la Conference on Jewish Material Claims Against Germany et à la Croix-Rouge allemande. 5 millions sont partis en Pologne. Des 10 millions versés à l'organisation juive, Agnès Barta n'a rien perçu du tout. 2 ans après la fin de la guerre, un charnier est mis à jour dans les environs de Berlin. On en extrait les cadavres de 19 femmes revêtues de l'uniforme du camp, tuées d'une balle dans la tête. Ces victimes n'ont toujours pas été identifiées. L'usine de l'époque est aujourd'hui en ruine. Dans la forêt de la municipalité de Ludwigsfeld, elle ressemble à un monument officieux à la mémoire de ces travailleuses de force humiliées et assassinées. Agnès Barta a essayé de trouver un lien entre les ruines de l'usine et les images de sa mémoire. Tout ça semble invraisemblable. Il est difficile de croire qu'il y avait là un bâtiment. Qui a vu tant de peine et tant de larmes. À côté de la piste d'essai se trouve le hall principal de l'usine de Genshagen. C'est ici que 1100 femmes, déportées de nombreux pays européens, assemblent des moteurs et dorment dans la cave, un camp de concentration à l'intérieur même de l'usine. Pour le 50e anniversaire de leur libération, Daimler-Benz invite les femmes de Genshagen à Ravensbrück. Gerd Woriszek, chef du personnel, a réservé le très romantique hôtel Ventose. Il y rencontre les femmes de Pologne et de Hongrie. Je suis ravi de vous voir. Je vous ai écrit il y a 8 ans, n'est-ce pas ?
Oui, une lettre très négative. J'ai trouvé très injuste que celles qui ont travaillé à l'usine à l'époque n'aient jamais rien perçu pour cela. C'est une décision particulièrement difficile. Je sais, mais avec de la volonté, on peut venir à bout de toutes les difficultés. Avec de la volonté. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu au total 60 000 travailleurs forcés chez Daimler-Benz. Je ne sais pas précisément combien de ces personnes peuvent encore s'adresser à nous aujourd'hui. Je crois qu'il y en a... Je crois que le nombre se situe entre 10 et 15 000. Nous avons reçu beaucoup de courriers, notamment de gens qui pensent avoir été employés de force par Daimler-Benz, mais qui ne l'ont pas été. Et nous nous sommes rendus compte que si nous effectuons des dédommagements individuels, nous allons recevoir des demandes d'indemnisation de gens qui n'ont pas travaillé chez nous. Il me serait alors très difficile de faire la juste part des choses. Le consortium rejettera le principe de l'indemnisation individuelle, mais il financera des expositions sur son usine de Genshagen, à Berlin, Budapest et Paris. Les anciennes esclaves de Daimler-Benz se retrouvent pour la première fois lors de ces expositions. À Paris, l'exposition La Déportation revient également sur les tableaux d'Edith Kiss. L'artiste avait mis fin à ses jours à Paris en 1966. Agnès Bartha rencontre Anne-Marie Le Callennec, qui a été à Genshagen avec sa sœur en compagnie de 125 autres Françaises. Les sœurs Le Callennec faisaient partie de la résistance. Après un séjour dans les prisons françaises, elles furent déportées. Le but était de les faire disparaître discrètement. C'est également à Paris que l'ethnologue Germaine Tillon découvre les tableaux d'Edith Kiss. Germaine a passé 2 ans à Ravensbrück. Alors pendant mes premiers séjours, très vite, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le camp. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un mécanisme économique qui marchait et que ce mécanisme économique consistait à extraire le maximum de travail de gens mourants, de femmes mourantes, jusqu'à ce qu'elles meurent effectivement. Quand les femmes de Genshagen arrivent au bout de leur force, on les ramène à Ravensbrück pour les y assassiner. Les cendres du crématoire sont déversées dans le lac de Schwedt. Nous tentons aujourd'hui de nous remémorer les événements d'il y a 50 ans et à instaurer une nouvelle ère d'espoir pour nous et pour notre monde. Ces femmes, les survivantes de Ravensbrück et leurs proches, sont retournées sur le lieu de leur malheur, dans l'enfer du camp où elles ont connu la mort, les assassinats, les mauvais traitements et les humiliations. En 1998, Daimler enregistre des bénéfices de 8 milliards de marks. Le consortium fusionne avec le géant américain Chrysler et en novembre dernier devient le premier groupe germano-américain à entrer en bourse. À en croire son slogan, le consortium est prêt pour le siècle à venir, mais les dettes du passé n'ont pas été payées. Au cours de ce mois de novembre 1998, alors que Daimler et Chrysler sont en pleine lune de miel, les femmes de Genshagen sont invitées une nouvelle fois à Ravensbrück. Lors de son passage à Berlin, le pape Jean-Paul II a béni la stèle qui commémore le souvenir des 40 000 Polonaises déportées à Ravensbrück. Devant le monument, des femmes prient pour leurs mères, leurs sœurs, leurs amis. Seules 6 000 Polonaises sont revenues de Ravensbrück.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Depuis que Gerd Dvorišek a quitté ses fonctions auprès de Daimler-Benz, c'est Otto Nubel, directeur des archives du consortium, qui accompagne ces femmes à cette nouvelle exposition sur Genshagen, baptisée « Nous n'étions personne ». Elles y découvrent des photos prises au cours d'autres rencontres avec des compagnes entre-temps décédées. Elles retrouvent aussi les traces et témoignages de leur histoire, de leur cheminement personnel. 3 mois avant sa mort, en mars 1998, Maria Kozłowska a écrit « Par cette exposition, les numéros insignifiants que nous étions alors sont devenus des êtres humains, des femmes. » Le soir, tout le monde se retrouve à Seilershof, dans le si luxueux hôtel Ventose. Entre-temps, plusieurs milliards de dédommagements ont été versés par des banques suisses et des procès ont été intentés aux USA contre les grandes sociétés allemandes, notamment contre Daimler-Chrysler. Le problème, entre les femmes de Genshagen et le consortium, n'a lui toujours pas été réglé. Nous allons faire le tour du problème ensemble, de la question des cures jusqu'à la question des indemnisations qui sont à nouveau à l'étude ces temps-ci. Dans cet ordre d'idées, je vais vous demander de vous exprimer librement, de dire sans détour ce qui vous oppresse, afin que nous puissions nous entendre le mieux possible. Le docteur Ulsamer et moi-même ferons de notre mieux pour vous apporter des éléments de réponse. Les femmes ont beaucoup de questions. Les responsables de Daimler évoquent la possibilité de créer un fonds spécial. Pour la Slovaque Edita Fischer, ce n'est pas une solution. Je crois que je parle au nom de tous les gens qui sont ici, qui se sont usés les doigts sur les moteurs de l'usine de Genshagen. Il me semble que chaque entreprise soit passée par là, qu'il s'agisse de Daimler-Benz, de Siemens et de IG Farben. Je crois que tout ceci est réalisable si une bonne volonté se dégage. Il faut travailler ensemble. Il y avait des milliers de femmes. Combien sont encore en vie? Le temps nous file entre les doigts. La porte-parole des femmes de Varsovie a, elle, des revendications bien plus concrètes. Notre première exigence est le paiement de notre salaire pour les heures de travail effectuées. Et cette revendication n'est absolument pas négociable. Le deuxième problème, qui doit lui aussi être réglé, concerne une indemnisation qui compensera les ennuis de santé consécutifs à notre travail. Puis il y a aussi la question de notre avenir professionnel compromis. La plupart d'entre nous étaient à l'époque très jeunes et ont vu leur scolarité interrompue par cette détention. La soirée se prolongera tard dans la nuit. Le consortium dispose de tant de gens intelligents, diront les femmes, il doit bien y avoir une solution. La rencontre s'achève par une visite de la Potsdamer Platz, nouveau centre des affaires du Berlin de demain. Le consortium y a installé son siège social pour le prochain millénaire. Une ville dans la ville qui a coûté au total 4 milliards de marks. Les femmes tombent des nues. Une telle puissance, une telle richesse, et on refuserait de nous payer nos maigres salaires. Une puissance et une richesse inouïes bâties en partie sur les souffrances et sur la mort de 60 000 travailleuses forcées. Nous avons provoqué consciemment la discussion d'hier soir, car nous voulions savoir avec précision ce que pensent et ressentent ces femmes. Certaines choses n'avaient pas été exprimées jusqu'à présent. Le fait de savoir que leurs revendications sont restées très brutes, très authentiques, est un enseignement précieux dont nous tiendrons forcément compte lorsque nous discuterons de la question avec le chancelier Schröder dans les mois à venir. En février 1999, 12 consortiums allemands créent un fonds d'indemnisation commun. La recherche d'une solution définitive, bien sûr, mais aussi la recherche d'une protection juridique contre les revendications à venir des victimes du travail obligatoire.
En Pologne, on craint évidemment que ce fonds ne soit qu'un symbole, un signe de bonne volonté envers le marché des USA qui absorbe une part importante des exportations allemandes. Les travailleurs de l'époque menacent d'une marée de procès. Les argumentations des Françaises diffèrent de celles de leurs codétenus des pays d'Europe de l'Est où ont été enlevés 90% des travailleuses de l'époque. À Ravensbrück, Annise Postel-Vinet, amie de Germaine Tillon et co-auteur du livre Ravensbrück, se fait remettre des documents nouveaux. Nous avons été entraînés à travailler de force. Nous étions des militantes. Nous avons travaillé contre la guerre allemande, contre les nazis. Nous avons été pris par la police et obligés de travailler. Et nous ne voulions pas de salaire. Ce que pense Germaine Tillon, d'une part, et Marie-Jo Chombardelot, qui est la présidente de l'amicale de Ravensbrück, c'est qu'il serait alors tout à fait juste que les firmes qui ont été tout de même des complices des crimes des SS et qui ont donc une part de culpabilité à réparer, eh bien, il ne serait à ce moment-là que juste qu'elles apportent de l'argent aux recherches historiques qui établissent ces crimes, pour que ces crimes ne disparaissent pas. Et même dans ce cas-là, qu'elles apportent de l'argent, on peut chaque année, puisque ces fondations qui travaillent sur les archives, elles ont des problèmes de budget. Donc il faudrait que ce soit un don renouvelable chaque année si vraiment les firmes veulent faire quelque chose. Là. À Stuttgart, siège des consortiums Daimler et Bosch, les archives municipales et la bibliothèque d'histoire contemporaine ont convié la crème des historiens à un séminaire. Hans Mommsen, Ulrich Herbert, Neil Gregor affirment que, dans la phase finale de la guerre, l'industrie allemande était particulièrement friande de travailleurs de force, que Daimler a réussi à survivre grâce à cette main-d'œuvre gratuite et qu'il est grand temps qu'il paie pour cela. Ceux qui connaissent le tribunal de district de Bonn, de Brême, le tribunal de grande instance de Cologne, savent que les plaintes déposées devant nos tribunaux ne sont pas forcément sans espoir. Il est certes possible qu'un tribunal américain rende un arrêt qui consacre le sort de tous les travailleurs de force du monde. Je ne souhaite d'ailleurs pas que l'on s'engage dans une voie où les procès se multiplieraient. Je souhaite seulement que les victimes reçoivent une gratification. Et il ne s'agit pas uniquement d'argent. On ne paiera pas le mal qu'on a fait avec de l'argent, ni avec les intérêts, ni même avec les intérêts de ces intérêts. En revanche, il faut dire à ces personnes, nous sommes conscients du fait que l'Allemagne, que le peuple allemand, vous a fait du tort. À mes yeux, le plus important est là. Sept ans après leur première rencontre, les femmes de Genshagen se retrouvent autour de leur avocat. Elles refusent le règlement global par un fonds commun. Elles souhaitent que Daimler leur verse individuellement le salaire qui leur est dû, même si ce ne sont que 10 000 marks. Nous nous réjouissons de voir que M. Remin, notre avocat, ait trouvé le temps de nous honorer de sa présence. J'ai reçu mission de ce groupe de personnes ici présentes d'engager des procédures juridiques et je remplirai cette mission. C'est à la fois très simple et très compliqué. Je pense qu'il s'agit là de questions auxquelles la concertation pourrait apporter un règlement plus rapide, plus élégant et moins douloureux. Que reste-t-il aujourd'hui après plusieurs années d'invitations, de rencontres courtoises, de franches discussions avec les représentants du consortium? Ces invitations sont humiliantes. Que s'imaginent-ils? Qu'ils vont mettre la table, nous inviter à dîner, que la question sera réglée? Qu'ils n'auront pas à nous payer pour le dur labeur que nous avons effectué? Je suis rentré chez moi avec la tuberculose, avec des trous dans les poumons. Et on vient me dire qu'on va me faire l'aumône, qu'on va me soutenir. Merci pour le soutien, mais j'ai encore assez d'argent pour m'acheter du pain. Je n'exige rien d'autre que le salaire pour le travail que j'ai fait. Si on me le donne, c'est bien. Si on ne me le donne pas, ce sera dommage. Mais dans ce cas, ces gens auront nos vies sur la conscience. Nos vies et celles des femmes polonaises qui ont travaillé pour eux. Au début du mois de mai 1999, 25 femmes de Genshagen déposent une plainte devant le tribunal de Stuttgart.
C'est un comportement méprisant. On essaie une fois de plus de nous atteindre dans notre dignité. Une fois déjà, nous n'avons été que des numéros, dépouillés de notre personnalité d'individu. Cela devrait suffire. Au camp, nous n'avions pas de nom, pas de prénom, juste un numéro. Aujourd'hui, on nous vole notre dignité une fois de plus, on nous méprise à nouveau. On ne peut pas accepter ça. À la fin de notre vie, nous revendiquons le soulagement de sentir que quelque chose a été remis à sa place. Pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Cela pourrait se faire d'une très belle manière si cela se réalisait bientôt, encore cette année. Le sourire de l'Allemagne en direction de la Pologne en serait plus cordial. Je vous remercie.